Le cœur et les gros vaisseaux ne sont pas libres dans le médiastin, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas directement appliqués aux structures médiastinales. L'ensemble de ces structures cardiaques et vasculaires est compris dans un sac appelé péricarde. C'est à l'intérieur de ce sac que le cœur va battre et que les vaisseaux vont laisser passer la circulation sanguine. Le péricarde est une enveloppe séreuse qui enferme le cœur et qui le sépare du reste des éléments du médiastin. Cette enveloppe séreuse est en fait un sac inextensible qui peut être le siège d'inflammations aiguës ou chroniques qu'on appelle les péricardites. Ce sac permet au cœur de bouger librement dans son enceinte sans avoir aucune contrainte par rapport aux autres éléments du médiastin. L'inconvénient de ce sac est justement son caractère inextensible, en ce sens qu'en cas d'inflammation des parois du sac, il peut exister à l'intérieur de la cavité péricardique, qui est ici schématisée, un épanchement, c'est-à-dire l'apparition d'un volume de liquide qui peut, au-delà d'une certaine quantité, comprimer les cavités cardiaques et gêner leur fonctionnement. Le sac péricardique va donc enfermer le cœur, comme le montre ce schéma, dans une double enceinte et laisser autour de lui un espace virtuel recouvert d'un simple film liquidien. Ces deux flèches montrent que ce sac peut être ouvert lors de la dissection ou d'une intervention chirurgicale. Et voici sur ces deux vues opératoires l'aspect du sac péricardique, ouvert ici avec des ciseaux pour bien montrer son épaisseur et sa grande résistance. Le cœur apparaît au fond du sac péricardique, à peine recouvert par un film liquidien transparent. Pour essayer de comprendre la structure du péricarde, il faut imaginer ce sac péricardique tout d'abord reconstitué autour de la masse cardiaque. Le péricarde apparaît ici en vert et nous allons, pour commencer, sectionner ce sac péricardique, l'ouvrir sur cette ligne pointillée. Si l'on enlève ainsi la totalité ou la quasi-totalité du sac péricardique, nous obtenons une vue de la masse cardiaque avec simplement une petite collerette de péricarde qui reste attachée au gros vaisseau au-dessus et en dessous du cœur. La partie vert sombre correspond au péricarde pariétal, la partie vert clair, plaquée sur les parois du cœur, au péricarde viscéral. La limite entre les deux couleurs vertes correspond à la ligne de réflexion du péricarde. Si nous continuons la démonstration en sectionnant maintenant les gros vaisseaux au-dessus et en dessous du cœur, il est possible d'extraire la masse cardiaque du sac péricardique. Et voici, après cardiectomie, c'est-à-dire après résection du cœur, le fond du sac péricardique en vert sombre et la section de tous les vaisseaux au-dessus et en dessous du cœur. Nous retrouvons l'aorte ascendante, le tronc pulmonaire, la veine cave supérieure et la veine cave inférieure, et au fond du sac, les 4 orifices des veines pulmonaires supérieure gauche, inférieure droite et supérieure droite. Voici le fond du sac péricardique après résection de l'ensemble de la masse cardiaque. Voyez que la ligne de réflexion, qui est en fait cette ligne noire qui contourne les vaisseaux, que cette ligne de réflexion a une trajectoire déchiquetée, qu'entre plusieurs des vaisseaux, il existe des replis profonds qui forment des petites cavités aux dépens de la grande cavité du péricarde. On va donc ainsi introduire la notion de cul-de-sac péricardique, et ces cul-de-sac se répartissent en deux types.
il y a des récessus péricardiques ou des sinus péricardiques. Voici ici un récessus entre la terminaison de la veine cave supérieure et la veine pulmonaire supérieure droite. Un autre récessus dit interpulmonaire droit, un récessus entre la veine pulmonaire inférieure droite et la veine cave caudale. Un récessus identique, plus médial. Un récessus interpulmonaire gauche. Puis maintenant, deux sinus. Un sinus dit transverse, c'est cet espace marqué d'une flèche noire et d'un point. Et en dessous, un sinus dit oblique. Nous allons, dans la diapositive qui suit, détailler la ligne de réflexion du péricarde autour du pôle veineux et autour du pôle artériel du cœur. Et nous verrons que le sinus marqué d'une flèche noire ou sinus transverse du cœur est à la jonction entre la ligne de réflexion artérielle et la ligne de réflexion veineuse. Afin de comprendre l'architecture du péricarde et afin de le mettre en place de façon tridimensionnelle, il est plus facile de repartir de l'étape embryonnaire et nous allons sur ces trois schémas détailler trois étapes dans la vie de l'embryon, en commençant à gauche par le stade le plus précoce. Nous allons ainsi montrer que la cavité célomique interne de l'embryon va se cloisonner pour former le péricarde, les plèvres, mais aussi le péritoine qui sort de notre étude du thorax. La coupe transversale à gauche montre la position de l'intestin primitif avec un bourgeon ventral qui va donner l'arbre respiratoire et encore plus ventralement une coupe du tube cardiaque. Autour, la cavité célomique, comme un fer à cheval, fait le tour de cet espace central qui sera le futur médiastin. Sur l'étape suivante, l'intestin primitif a donné dorsalement l'œsophage et le bourgeon ventral, les bronches gauche et droite. Sur le troisième stade, on voit que la cavité célomique initiale a été cloisonnée en cavité pleurale en arrière, une à gauche, une à droite, et une cavité péricardique en avant. Si l'on détaille cette cavité péricardique, on peut ici montrer que, à la face postérieure du cœur, il existe un méso, dit mésocarde, qui est en fait la double ligne de réflexion des péricardes viscéraux et pariétaux. L'embryologie du péricarde nous permet de comprendre comment va se mettre en place un feuillet viscéral, qu'on appelle l'épicarde, et un feuillet pariétal qui sera contre le médiastin. C'est entre les deux que siège la cavité péricardique. L'ensemble de cette double paroi forme le sac péricardique. Dorsalement, de chaque côté du mésocarde, il y a donc deux points de réflexion, c'est-à-dire deux zones où le feuillet viscéral devient feuillet pariétal. Ce qu'il faut bien comprendre maintenant, c'est que, initialement, ce sac péricardique entoure un tube cardiaque cylindrique qui va ensuite s'infléchir et le sac péricardique doit suivre l'inflexion du tube cardiaque. À gauche, voici le stade précoce où le cœur est un cylindre vertical, crânio-caudal. La cavité péricardique est donc moulée tout autour de ce cylindre. Lorsque ce cylindre va s'infléchir, et l'on rappelle ici le sinus veineux, puis l'atrium primitif, ventricule primitif et bulbe cardiaque, eh bien, lors de l'inflexion, le sac péricardique va devoir se mouler sur les cavités cardiaques
Et ainsi, il y aura une zone ventrale de péricarde avec des parois très tendues et dorsalement, dans l'angle dièdre entre le bulbe artériel et l'atrium primitif, un espace plus vaste où le péricarde viscéral va s'éloigner du péricarde pariétal. C'est ainsi qu'on explique la formation des sinus du péricarde. Il y a donc bel et bien une ligne de réflexion du péricarde autour du pôle artériel et à l'opposé, une ligne de réflexion autour du pôle veineux du cœur. Chaque fois que les deux feuillets péricardiques, viscéral et pariétal, s'écartent un peu l'un de l'autre, nous parlerons de sinus péricardique. Voici tout d'abord une étude de la ligne de réflexion du péricarde autour du pôle artériel. Vous reconnaissez ici les deux schémas qui rappellent l'organisation initiale du bulbe artériel. En vert, nous allons faire apparaître les surfaces recouvertes par le péricarde. La ligne verte plaquée sur le bulbe artériel correspond au feuillet viscéral, la ligne verte qui s'en éloigne au feuillet pariétal. Entre les deux, nous trouvons la cavité péricardique. Voici une vue ventrale du pôle artériel du cœur, c'est-à-dire de l'émergence des artères pulmonaires et aorte ascendante. En vert, nous représentons les surfaces recouvertes par le feuillet viscéral du péricarde. Voici la position de la veine cave supérieure et des deux vaisseaux artériels. Voici une vue latérale gauche des mêmes structures, avec la position du tronc pulmonaire et de l'aorte. Et enfin, une vue dorsale, toujours pour insister sur la ligne de réflexion autour de l'aorte et du tronc pulmonaire. Ces schémas vous montrent que la ligne de réflexion autour de l'aorte remonte très crânialement devant l'aorte ascendante et que la limite du péricarde atteint l'origine de la première branche de l'aorte, c'est-à-dire du tronc artériel brachiocéphalique. Voyez également que la ligne de réflexion du péricarde ne va pas recouvrir complètement la bifurcation du tronc pulmonaire. Que cette ligne de réflexion du péricarde s'arrête donc avant la division en deux artères pulmonaires gauche et droite. Sur la vue dorsale, on peut voir que cette ligne est bel et bien continue et qu'elle fait le tour du massif artériel au-dessus du cœur. Au sommet de la cavité péricardique, il existe donc devant l'aorte un petit récessus ou cul-de-sac péricardique et de même un petit récessus ou cul-de-sac péricardique devant le tronc pulmonaire. Voici maintenant la présentation de la ligne de réflexion du péricarde autour du pôle veineux du cœur. On utilise donc ici une vue dorsale du cœur avec au premier plan les deux atria. On met en place l'arche de l'aorte, le tronc pulmonaire et sa division, la veine cave supérieure, la veine cave inférieure et les quatre veines pulmonaires qui convergent vers l'atrium gauche. Par ces étoiles, on va placer des cul-de-sac ou récessus péricardiques. Il existe un petit récessus au-dessus de la veine pulmonaire supérieure gauche, un récessus interpulmonaire entre les deux veines gauches, un récessus au-dessus de la veine pulmonaire supérieure droite, un récessus entre les deux veines pulmonaires droites, et un sinus péricardique transverse au-dessus de la ligne de réflexion veineuse. C'est cet espace qui permet de communiquer de la gauche vers la droite et inversement, comme le montre cette double flèche noire.
Ce sinus transverse est bel et bien un espace de la cavité péricardique qui sépare le pôle veineux du pôle artériel en avant. Deuxième sinus, le sinus oblique du cœur, qui est une profonde invagination entre la terminaison des 4 veines pulmonaires. Il faut enfin noter sur la ligne de réflexion du péricarde autour des veines du cœur qu'il existe au-dessus de l'atrium gauche un petit repli, un petit dièdre du péricarde qui correspond au vestige de la veine cardinale antérieure gauche. On l'appelle le repli vestigial de la veine cardinale antérieure gauche. Voici maintenant une présentation des sinus transverses du cœur. Pour cela, nous allons utiliser plusieurs schémas. Tout d'abord, une vue ventrale pour montrer son orifice droit. Voyez que cet espace qui est ici marqué par une double flèche permet de passer en arrière de l'aorte et du tronc pulmonaire, tout en restant dans la cavité péricardique. L'orifice droit de cet espace est un orifice triangulaire entre l'aorte ascendante, entre la veine cave crâniale, et il existe un toit à cet orifice tendu entre ces deux vaisseaux. Cet orifice est marqué par ces hachures. De la même façon, la vue latérale gauche permet de montrer qu'il existe un orifice gauche au sinus transverse, qui est lui limité par la portion ascendante de l'artère pulmonaire, l'auricule gauche et un toit tendu entre ces deux structures. Là encore, l'orifice gauche est marqué par cette zone hachurée. Il est donc possible de glisser un instrument de dissection ou même le doigt autour des vaisseaux artériels à l'intérieur du sinus transverse. Le toit du sinus transverse est en fait un tissu péricardique pariétal qui est tendu entre des structures du cœur. Voici ici souligné le toit du sinus à droite et le toit du sinus à gauche. Il y a bel et bien à ce niveau un écart important entre le péricarde pariétal et le péricarde viscéral. C'est pour cette raison qu'il faut parler de sinus et non pas de récessus péricardique.